C'est lui qui leur ouvre la porte. Ah ah. Mais ça bouge à l'étage. Action. Loin. Moi, c'est la meilleure personne. Nous sommes chez vous ce matin, monsieur, en exécution d'une commission rogatoire de juge de Strasbourg. Pour les Français. Et je vous informe que vous êtes en garde à vue à partir de maintenant, c'est-à-dire 6h25. Vous aimez ça? Mettre les gens en garde à vue. Tous les papiers encore à remplir, où ils sont? Hein? Où est-ce qu'ils sont? Dedans. On y va. C'est bon, on a vu que... Allez, on roule. Même les bébés vont regarder la vie en français. Tout le monde, allez hop. C'est un chien spécialisé stupes, donc c'est tous les produits stupéfiants. Immigration clandestine et drogue, de plus en plus, ce sont les mêmes filières. Choisir Garance et moi, c'est choisir un accompagnement qui va être dédié aux femmes et aux problématiques qu'elles rencontrent dans leur carrière. Le jour de même, je vous décaisser. Rentrez. Hein? Quoi faire? Première constatation, des transferts de fonds importants. De quoi intriguer. Qu'est-ce que vous avez vu? C'était simplement sur un des comptes bancaires de ce monsieur. En 97. Donc il se prend de chez une bancaire pour 150 000 francs, le retrait pratiquement imminent. Immédiatement, il retire le 130 000 en espèces. Donc, il se roche. Il va y avoir quelque chose. C'est l'écriture de son mari? Sizi benzi yazısı kimi yazısıdır? Bilmiyorsun, elle ne sait pas. Kim yazısı, onu söylüyor. C'est oui, c'est quelque chose. On va avoir Elle regarde ça. Deuxième constat, l'homme sait tenir ses comptes, un bon comptable. Ça, c'est les poubelles. C'est lequel? Ça vient des encombrants. C'est tout à la poubelle, voilà. Les enfants jouent avec. Les enquêteurs ne s'étaient pas trompés, le trésorier de la filière est bien cet homme. Le jour n'est pas encore levé lorsqu'ils prennent la route de Strasbourg pour le conduire devant le juge d'instruction. À Paris, l'arrivée du jour n'a pas éclairé l'humeur de Jean Bertrand. Ça doit être Dreux. Oui, j'y vais. Non, ce n'est pas Dreux, mais Grigny. Tu as un objectif? Ok, parfait, c'est bon. Et le soulagement. Bon, vous venez, monsieur? Le relais, l'homme qui n'avait pas dormi chez lui, mais chez son frère à Grigny. Vous asseyez là? Asseyez là, oui, oui, oui. Il s'y trouvait avec sa femme, elle aussi a été interpellée. Bon, alors, en Turquie, qui vous connaissez? Les noms des personnes. Non, non, non. Après, je vais vous dire si oui ou non vous collaborez et on va expliquer. Je connais quelle personne, tu sais. Je connais, elle s'appelle la voix Istanbul. Je connais, elle s'appelle. Comment? Après. Je connais. Ouais, bien. Oui, je connais. Pour Jean Bertrand, la chance tourne. Oui. Oui. Dites-moi qui vous connaissez en Italie. Je s'appelle les gens que je connais. 20 000. Bien, super. Il n'en revient pas, aidé par l'interprète, l'homme va lui détailler tout le réseau. Vous êtes sûr? Oui. Il y a. Ah, son prénom c'est? Celui dont il parle, le passeur niçois. Parce que je ne suis pas très. Très bien avec lui. Et il Ah, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez été bien dans le temps avec lui?
Oui, depuis qu'il... Oui, super. Attends, mais attention. c'est pourquoi je suis... Le nouveau, le dernier, là. Alors après, Il en manque un. il manque un. Mais mettez dans le cas des chevaux, là. L'homme qu'il oublie, le comptable de Dreux. İsmi Bilmiyorum. Sonra biliyorum. Sen Nur nerede ben bilmiyorum. Ah, ok. Et donc, en France. Yani daha çok adam var yani. Oui, oui, bien sûr. Alors, en France. Non, mais c'est super. Là. Alors, c'est bon, on s'arrête tout de suite, puisque vous allez coopérer avec moi. Alors là, je suis sûr qu'il va vraiment coopérer. Tu peux lui dire. En moins de 24 heures, l'homme va tout dévoiler, expliquer le rôle exact de chacun. Bon, je change un. Oh, dis donc, ils n'arrivent pas à avancer toute la filière. Ah non, attends. Il me dit, alors je dis, oui, mais qu'est-ce qu'il faut que vous allez avancer toute la filière? Il me dit, bon, écoutez, en Turquie, il y a qui? Il y a ça. À Nice, en Italie, il y a ça. Le tarot de ça. En France, il y a ça et ça. Et bon, c'est bon. Ça correspond avec les éléments. Totalement. Oui. Bon, c'est très très bien. Donc, tu vois, lui, il va être coopérant. Très très bien. Parfait. Depuis leur arrestation, mari et femme ne se sont pas rencontrés. Vous venez, madame? Mümkün olursa bir mümkün olmazsa amcasına haber versin. O neden telefon falan mıydı? Tamam. Une filière cassée. Elle a fait passer plusieurs milliers de clandestins, leur a soutiré toutes leurs économies. Mais les policiers savent qu'une autre va bien vite la remplacer. Tout sera à recommencer. Bah oui. Ils savent que s'il y a trafic, c'est parce qu'il y a demande. Les premiers responsables pour eux, ni les passeurs, ni les clandestins, mais les employeurs. Voilà plus de 6 mois qu'une autre équipe du service, le lieutenant Patrick et le capitaine Bertrand, sont sur l'affaire Orchidée, un réseau d'ateliers de confection clandestins qui travaille pour un grossiste parisien, fournisseur de l'un des grands de la distribution. Une opération de grande envergure, ils ont accepté que nos caméras les suivent. Le départ de l'affaire Orchidée, ça a été un tuyau. En fait, c'est des trames pour trouver les rencontres. Au départ, on a un renseignement qui nous donne l'adresse et les coordonnées d'une femme qui habite dans la région, et on nous la présente comme employant et hébergeant des clandestins. Et on nous donne aussi les coordonnées de son bras droit, qu'on avait gravé pour la petite histoire. Le véritable organisateur, c'est V. En effet, très vite, leurs observations les ont convaincus. Le patron du réseau est celui qu'ils vont affubler du prénom de Victor et surnommé V. Cela fait des mois qu'ils le surveillent à l'aide de leur sous-marin, cette camionnette banalisée. Michel, Tu mettras un petit coup sur les vitres en partant. tu fermeras la porte du côté, là. Par contre... Victor habite un lotissement, dans le Val-de-Marne, la banlieue est de Paris. Un lotissement où règne une grande activité, la camionnette banalisée n'y est pas surprenante. Alors là, on se met en surveillance sur le domicile de l'organisateur des ateliers clandestins. C'est lui qui passe dans tous les ateliers pour récupérer la production. Ça nous permet de sentir l'atmosphère du quartier, de voir un peu comment les gens réagissent ici. Bon, là, on sait que c'est habité par de nombreux Asiatiques. Donc on sait déjà que les voisins se connaissent plus ou moins entre eux. Tu as 2 enfants qui sont sortis du 3. Ou alors, il emmène 3 enfants. Il emmène 3 enfants et tu as 2 petits garçons qui sont sortis du 3. Et qui partent avec lui? Non, qui partent à pied. Vous notez tout ce qui se passe. Ben oui. Pour pouvoir rédiger le procès verbal en rentrant au service et qui relatera tout ce qu'on aura vu dans la journée. C'est qui ce Gugus? Un Gugus, c'est une voiture qu'il n'avait jamais vue. AV Mike.
Alors, une veste 3/4 marron clair, avec un pantalon de survêtement bleu à bande rouge sur le côté, et des sandales, tu sais, des sandales d'été en cuir, pieds nus en plus. Officiellement, c'est une habitation normale, un pavillon habité par des citoyens lambda, quoi. Il n'y a pas de société déclarée, et donc il ne doit pas y avoir d'activité de production à cet endroit-là. Dis-moi, est-ce qu'une Mercedes rouge avec un équipe dedans, ça t'évoque quelque chose? Eh ben, elle est là. La femme qui en descend, celle qui avait été dénoncée comme responsable du réseau, ils l'ont surnommée T. Voilà. Ils vont manger le bol de riz. Ok. Bon, tu m'excuses, mais j'ai un taboulet qui a refroidi. Salut. I completed my apprenticeship about 7 years ago, and I've been working on sites like this ever since. For me, the hardest part about En début d'après-midi, d'autres de leurs connaissances vont montrer le bout de leur nez. Le Richard, j'ai plein bloc. C'est pas Victor. Il charge à 3. Il y a Hubert. Hubert, autre surnom, c'est le second de Victor. Là, on a vraiment confirmation d'une structure clandestine de confection. L'attentat payé, d'autant plus que c'est très important ce genre de surveillance, parce qu'on visualise les choses. Là, on voit en direct ce qui se passe. Ça y est, il remonte au volant, Hubert. Alors, est-ce que Victor... La voiture qui a descendu Hubert. Ok, c'est bon, ça part. Victor est bien avec lui. Victor est à la tête, à partir de son pavillon, d'un réseau d'ateliers clandestins. Donc lui, il est commandité directement par un magasin parisien qui est installé du côté de la République. Dans le quartier de la confection. Dans le quartier de la confection, et qui donne ses ordres donc à V. Donc Victor, tous les jours, fait la tournée des points de production et va directement à ce magasin. Le magasin en question est également sous surveillance. En fait de magasin, il s'agit d'un grossiste en prêt-à-porter. Affirmatif, il s'est garé juste en face du magasin. Cet homme à la parka marron, c'est le patron du magasin, celui qui passe les commandes, le donneur d'ordre. Pour les policiers et au regard de la loi, il est tout autant responsable que ceux qui dirigent le réseau. Hubert, dans sa veste à carreaux, et Victor. Le responsable, c'est quand même le donneur d'ordre, puisque lui, il vit surtout son bénéfice, il veut faire du bénéfice, donc il a plus intérêt à employer des façonniers dont il sait pertinemment qu'ils ont des clandestins, parce que ça lui coûtera moins cher. Il aura du travail vite, il aura une production rapide, pour un coût moindre. Donc sa marge sera d'autant plus grande, donc les bénéfices seront plus importants. Oui, t'as 17 colis là, 17. Impossible de savoir ce qu'il y a dans les colis, mais les policiers estiment à au moins 30 000 pièces par mois les livraisons de Victor. Il a la demande, principal client du grossiste, l'un des grands de la vente par correspondance. Officiellement, Victor emploie 3 personnes. Derrière le pavillon de Seine-et-Marne, il y a des dizaines de travailleurs clandestins. On lutte contre des gens qui sont des trafiquants d'esclaves, des trafiquants de viande humaine. C'est terrible. On assiste à des choses épouvantables. On ne se pose pas de questions de race, on se pose des questions d'hommes qui souffrent sur la planète. C'est pas facile à gérer. On ne laisse pas ça sur le paillasson quand on rentre chez nous le soir. La viande humaine, les esclaves, car une fois qu'ils sont passés, les voyageurs clandestins deviennent ce pourquoi ils ont fait ce voyage, des travailleurs clandestins. Belleville, le vieux quartier populaire parisien, a toujours été peuplé de gens venus d'ailleurs. Dans les années 80, les Chinois s'y sont installés. On estime qu'ils sont 20 000 aujourd'hui, beaucoup sans titre de séjour. Vous parlez français? Vous faites de la confection? Les rencontrer est impossible, personne ne parle. Dans les ateliers de confection, officiellement, on travaille en famille. Juste une famille? Et vous ne connaissez pas des ateliers de Chinois dans le quartier qu'on pourrait rencontrer?
Ah bon? Où ça? Dans cet autre atelier, malgré 8 machines à coudre, Et là, vous travaillez de celle-là? Ah, la jeune femme affirme travailler seule. d'accord. Bon, merci. Pour franchir ce mur du silence, il nous a fallu 6 semaines. Pour pénétrer ce monde du silence, il faut une clé. Nous l'avons trouvée à l'ASLC, l'Association d'assistance scolaire, linguistique et culturelle. Ici, de jeunes Chinois apprennent le français. Parmi eux, beaucoup de situations irrégulières. Marc Paul a créé cette école. Il a aidé beaucoup de clandestins. Il a gagné leur confiance. Cette loi du silence, il sait qu'il est dangereux, très dangereux de l'oublier. Ici, on ne peut pas parler. Ce qui peut arriver à un Chinois qui parle, alors là, ils ont des vraies mesures de rétorsion. Ça peut aller du meurtre, de l'oreille coupée, ou du tesson de bouteille qu'on enfonce dans la tête, des films, défiguré. À Belleville, on ne peut pas exactement parler d'une mafia chinoise, mais on peut parler de caïds, de gens qui vont contribuer à exploiter encore plus le clandestin. Alors là, on passe devant une association qui raquette les Chinois. Hein, c'est une association qui a pignon sur rue, hein, qui donc leur propose le paradis des papiers pour 400, 500, 1000 francs. Le paradis des papiers avec pignon sur rue. Son président a déjà fait de la prison en France et il a été arrêté pour port d'armes prohibées. Lin Daozong, réfugié politique, il rend service et s'affirme le protecteur de la communauté. Lui n'a pas peur de parler à visage découvert. Ça fait partie de mon travail de m'occuper de la sécurité du quartier. Pourquoi aviez-vous une arme? Ça fait aussi partie de mon travail. Mais ça, c'est le travail de la police. C'est pour me protéger moi-même. Et puis la police s'occupe de la sécurité. Moi, en tant qu'élément de la communauté, je peux aussi faire quelque chose dans le cadre de la loi. Je ne fais rien qui dépasse ce cadre. Mais c'est interdit de porter une arme. Pour moi, c'est normal d'avoir cette arme. Les clandestins, tous ceux qui sont en situation irrégulière, cherchent bien entendu à en sortir, obtenir un titre de séjour. Seule solution, les intermédiaires. L'univers chinois suppose un intermédiaire. On ne va pas directement demander quelque chose. On va passer par l'intermédiaire. Pour eux, c'est une aubaine. Ils vont pouvoir leur fournir les quittances qui leur manquent, leur faire les faux, obtenir des passeports, obtenir des accords. Et à chaque fois, ces gens-là, ils vont payer. Il n'y aura pas de problème. Marc Paul nous fait rencontrer une première clandestine. Elle nous a demandé de ne pas dévoiler son identité, nous l'appellerons Ling. Elle avait confié les démarches pour obtenir une carte de séjour à un intermédiaire. Le doigt dans l'engrenage, elle a déjà beaucoup payé. Ils ont pris une fois 10 000, et puis la seconde fois, ils ont demandé 20 000. Et puis, après, pour simplement lui remettre une lettre de la préfecture qui dit quoi, on ne sait pas. Peut-être c'est une convocation. Peut-être c'est simplement un accusé de réception. Hein. Mais lui demander encore 10 000 francs. Pourquoi vous aidez là? Pourquoi vous accompagnez Ling? Eh bien, j'accompagne Ling pour que l'intermédiaire chinois arrête de lui demander de l'argent. L'homme au chapeau, c'est l'intermédiaire qui soutire l'argent. Il a trouvé un autre intermédiaire, bien de chez nous, un avocat qui s'est fait fort d'obtenir les papiers. Marc Paul a convaincu Ling qu'il ne fallait plus payer, qu'elle devait réclamer son argent. Ce jour-là, ils ont rendez-vous avec l'avocat pour tenter d'arriver à un arrangement. Mais tout de suite, le ton va monter. Bon, on va entrer dans mon cabinet. Et tout est ça, monsieur. Non, je préfère, c'est pas trop avocat. Moi, ce sont mes clients, je les reçois, je suis avocat. Vous m'avez téléphoné. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Bon, appelez-moi maître d'abord. L'avocat expulse de son bureau Marc Paul. Ling se retrouve seul et c'est l'homme au chapeau qui lui parle. Ah, la France aussi est. Oui, regarde les doigts. Mais l'intermédiaire qui lui prend l'argent. La première fois, 5 000, 10 000, 20 000. C'est à l'intermédiaire d'abord.
Non, vous n'avez pas le droit, maître. Vous n'avez pas le droit. Tu signes pas, il ne faut pas signer. Ling a déjà signé. Ah, elle va continuer à payer toute sa vie. Ok. T'as eu tort de signer. Il ne fallait pas signer. L'avocat lui a fait signer un papier. Ling a renoncé à porter plainte et aux 30 000 francs qu'elle avait déjà donnés. L'avocat, Le vieux, il a fait peur que je lui demande de me rembourser. Il s'est fâché, il a crié, et d'un seul coup, je ne savais plus quoi faire. Alors j'ai eu peur, et j'ai préféré lui laisser mon argent. Ling, son mari et sa fille sont arrivés clandestinement en France il y a 3 ans. Après 2 ans et demi, dans des logements partagés avec d'autres clandestins, en juillet dernier, ils ont pu emménager chez eux, dans 9 mètres carrés. Pour se laver, pour laver les habits, c'est ici. Les toilettes sont là. Ici, c'est pour faire la cuisine. Et là, pour faire la vaisselle. Pour préparer du riz, on installe la cocotte ici. Et on la branche comme ça. Pour manger, c'est là. Ensuite, pour regarder la télé, on recule le tabouret et on s'assied ici. Les soirs, on doit regarder là-haut. Alors il faut monter l'échelle, comme ça. parce qu'ils vivent dans le même 9 mètres carrés, un ancien box à vélo, pas de fenêtre, mais on n'y manque pas d'air. On ouvre la porte, on coince le livre et on laisse ouvert. C'est comme ça qu'on arrive la nuit. 9 mètres carrés, 1300 francs par mois de loyer. Tom et Léa sont en panique parce qu'ils ont oublié que leurs parents... Il ne reste plus que 2000 francs pour vivre. Et je dois payer 1300 francs de loyer. En plus, je dois encore payer la facture de téléphone. Mais on n'a pas beaucoup. En 2000, il y avait encore des francs. Nous sommes le 4 du mois. Elle n'a donc plus que 700 francs pour le finir et payer son téléphone. En fait, Ling est relativement protégée par sa fille qui a moins de 16 ans. Tout enfant qui est sur le territoire français doit être scolarisé. Peu importe la situation administrative des parents. C'est la loi. Les enfants que l'on doit obligatoirement scolariser, du coup des parents que l'on ne peut plus expulser. Un casse-tête qui n'a pas été inventé par les Chinois mais par le législateur français. Pour nous, d'autres clandestins vont sortir de la nuit, vont accepter de parler. D'autres dont la situation est plus délicate encore. Non loin de Belleville, le marché de la place de la Réunion. 14 h, le moment où les maraîchers remballent. Nous l'appellerons Ellie. Elle a 36 ans. Et un fils de 16 ans. Il a dépassé l'âge de la scolarité obligatoire. Il n'est plus une protection. Encore, c'est comme 16 ans. À 16 ans, l'enfant peut partir quand il veut. Son mari et leur fils vivent clandestinement à Paris depuis 4 ans. Il n'y a pas de honte à avoir, c'est pas comme si on volait. En France, la vie est très difficile. Il y a des périodes où on ne trouve pas de travail. Et personne ne va nous donner à manger ou nous donner de l'argent. À la fin du marché, il y a des légumes dont les marchands ne veulent plus, alors nous on les ramasse. Il n'y a aucune honte à avoir. Et puis ils ne sont pas pourris ces légumes. Ils ne sont pas abîmés, ils sont encore bons. Et ça nous fait économiser au moins 1000 francs par mois de les ramasser. On est 3. On a payé plus de 90 000 francs par personne pour venir de Chine. Ça fait près de 300 000 francs. On a encore plein de dettes. Il nous reste encore au moins 200 000 francs à payer à ceux qui nous ont prêté de l'argent. 300 000 francs pour une immense déception. Quand on est arrivé, on ne savait pas que la France c'était comme ça. En Chine, tout le monde disait que tout en France était vraiment très bien. En Chine, je faisais des affaires, j'avais une bonne situation, on avait un bon niveau de vie. Alors quand on est arrivé en France, on ne se doutait pas que ça serait comme ça.
Encore 200 000 francs à rembourser. Pendant les 6 derniers mois, Elie a travaillé clandestinement pour un patron turc. Il lui doit encore de l'argent, il lui a déjà donné 5 000 francs et on avait promis 6 000 de plus, mais elle n'en a pas vu la couleur. Il t'a partagé chèque. Regarde, versé 5 000, resté 6 000. Je t'avais amené, je donnais ta chambre. Non, c'est changé. Comment changer moi? Versé 5 000. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire verser? Déjà, t'as pris 5 000. Non, moi, attendez, monsieur, moi, parler à monsieur Rafa. Qu'est-ce qui se passe là? Demain, il va lui donner l'argent à 11 h. Nouvelle promesse, le patron lui donne rendez-vous pour le lendemain. Seulement le lendemain, il ne sera pas au rendez-vous. Depuis 6 mois, je n'ai toujours pas touché mon argent. Quand on est clandestin, tout est difficile. On a peur de tout, on a peur d'aller travailler, on a peur d'aller faire des courses. Seulement pour les dettes, il faut trouver de l'argent. Sa solution, la vente de quelques babioles à la sauvette, avec en permanence cette peur, l'angoisse de se faire prendre. Au marché, mon rôle consiste à aider ma mère et à guetter l'arrivée des policiers. Parce que nous, les clandestins, ce dont on a le plus peur, c'est de la police. Au marché, bien sûr qu'on a peur. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On n'a pas le choix. Il faut qu'on vende ces briquets, sinon on n'a même pas de quoi acheter du riz pour manger. Repartir, ça n'aurait aucun sens. Depuis 3 ans qu'on est ici, on ne sait plus comment c'est la Chine. La situation là-bas a tellement changé. Alors comme on est tous ici, quoi qu'il arrive, on est prêt à le subir, on est prêt à faire face. On va rester ici et on va continuer. Continuer comme des milliers d'autres leur vie de clandestin. Continuer à se faire arnaquer, à vivre dans la peur. Comme Yang, qui devant notre caméra a osé braver l'interdit, nous montrer son atelier clandestin, installé chez lui, dans un appartement. L'arnaque, il vit dedans depuis son départ de Chine, voilà 7 ans. 7 ans qu'il vit sous un faux nom. Pour aller de Hong Kong en Thaïlande, j'ai pris l'avion. Et de Thaïlande en Hongrie, j'ai pris l'avion aussi. De Hongrie en Italie, j'ai pris un autocar, et puis j'ai pris le train pour aller en France. Le voyage a duré plus de 40 jours. J'ai utilisé le passeport et l'identité d'un autre, mais sur les passeports, c'est ma photo. Le voyage m'a coûté environ 80 000 francs. J'en ai payé un petit peu en Chine, et le reste, je le paie petit à petit en France, avec l'argent que je gagne. Voilà 7 ans qu'il travaille pour rembourser cette dette du départ. J'ai peur d'être attrapé par la police et qu'elle me renvoie en Chine. Je ne peux pas y retourner. Quand on travaille à la maison, il faut travailler au moins 15 heures par jour. Mais le salaire... Ah ouais. Vous croyez qu'il n'y a que les Africains qui souffrent ici? Ça, c'était dans les années 2000. Hein. Imaginez encore la situation maintenant, c'est grave. Donc, quand tu as un petit toit sur la tête ici en France, il faut dire merci Dieu. Il faut le remercier tous les jours. Il faut le remercier parce que la situation ici n'est pas facile. Hein. Bon, mais Waros, j'ai envie de manger. Je remercie les gens qui m'ont regardé depuis le matin. Et je remercie les gens qui m'ont envoyé les petites étoiles. C'est gentil à vous. On se retrouve ce soir. Merci. Bonne journée. Je vais me reposer un peu.